Nous sommes tous les deux maîtres de conférences en économie au CERDI, qui est un laboratoire de recherche sur l'économie, et donc qui est rattaché à l'école d'économie et donc à l'UCA et aussi au CNRS. Et donc, on va vous parler la dimension systémique de la stratégie mobilité de la ville de Riom. Je vais commencer par vous présenter le contexte du partenariat que nous avons avec la ville de Riom. Donc, nous sommes au niveau de la ville. Et ensuite, Cécile viendra vous présenter la valeur ajoutée qu'on apporte en fait à Riom, notamment à travers de l'analyse systémique. Donc, c'est assez complémentaire avec ce que Frédéric disait. Sauf que nous, là, en fait, on est au tout début de l'histoire. Voilà, on commence depuis ce partenariat à date de quelques mois. Donc, on est au tout début. Et donc, on va vous expliquer un petit peu comment on voit les choses, ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Et on est vraiment, c'est un peu la même idée, c'est que c'est à la fois un travail d'étudiant et puis de la recherche-action. Et là, en l'occurrence, c'est pas pour une entreprise publique, mais pour une collectivité locale, Riom. Alors, pour commencer, le contexte, donc il y a quelques mois, la ville de Riom est venue nous voir. Elle a engagé sa transition écologique, énergétique, au travers notamment d'un projet politique dont là vous avez le logo et le nom Riom fait sa transition. Il y avait déjà quelques projets depuis en gros une dizaine d'années, mais c'était pas réellement structuré. Depuis à peu près un an, je crois, un peu plus d'un an, à peine un an, avec la nouvelle équipe municipale, Riom a décidé d'accélérer et donc de faire sa transition. Et pour rendre les choses plus concrètes, ils nous ont demandé de les accompagner. On a accepté. Quand je dis on, donc c'est l'ensemble de l'école d'économie, donc il n'y a pas que nous. Et à l'école d'économie, plus précisément, il y a deux parcours de master, donc économie et transition territoriale, le master que l'on gère avec Cécile, et puis le master développement durable. Donc ça s'est concrétisé par une convention pluriannuelle qu'on a signée ensemble. Et l'idée, c'est donc à la fois d'avoir des stagiaires, faire des projets collectifs, et puis aussi de la recherche-action, donc aussi de nourrir notre recherche, et notamment celle de Cécile et d'Arnaud Dimmer sur l'analyse systémique, entre autres. Donc, très rapidement sur comment se matérialise la convention avec Riom, l'idée, c'est vraiment donc de s'engager sur plusieurs années. Ça, pour nous, ça nous a plu. C'est relativement atypique. Chaque année, on fait des projets collectifs avec des commanditaires. À chaque fois, voilà, ça peut être une association, ça va être une collectivité locale, etc. Donc, on a l'habitude de ça. Mais à chaque fois, on reste un peu sur notre faim parce qu'il n'y a jamais la suite de l'histoire. Donc là, ce qui nous a plu, c'est on s'engage pour plusieurs années. Il y a un vrai portage politique. Ça aussi, ça nous a plu parce que parfois, c'est compliqué de l'avoir. Ça se traduit notamment par un comité stratégique qu'ils ont appelé transition. Et donc, l'idée, c'est de se réunir 3-4 fois dans l'année, selon l'agenda de Riom. Et au sein de ce comité, donc en marge de tous les projets qu'on fera avec eux, il y a un comité stratégique dans lequel se trouvent les élus de la ville de Riom, notamment, je ne vais pas tous les citer, mais donc monsieur le maire qui sera qui est dans ce groupe-là, mais aussi Anne Vellan, qui est l'élu en charge finalement de la transition écologique, avec qui on travaille en relation très étroite. Dans ce comité stratégique, donc il y aura aussi des membres de l'équipe technique de la ville, notamment un chargé de mission sur l'éco-responsabilité avec qui on travaille beaucoup. Et puis nous, voilà, on sera également présents. Quand je dis nous, donc Cécile, moi-même, mais aussi nos collègues qui sont dans la convention, notamment en développement durable. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir discuter ensemble de l'avancée de nos projets, mais aussi de se projeter. Voilà, à chaque fois, garder le lien avec eux. Pour nous, ça, c'est atypique. On n'a jamais expérimenté ce genre de choses, d'être dans un comité stratégique au cœur d'une ville pour mener à bien leur projet à l'aide de nos outils. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a plu, qui nous paraît relativement atypique. En tout cas, pour nous, ça l'est. Alors, comment ça se matérialise, Riom fait sa transition? Donc là, je parle un peu pour Riom, mais pour vous contextualiser un peu la chose, donc je suis obligé de le faire. Donc, je ne vais pas être trop précis puisque c'est principalement leur projet, mais donc nous, on va s'insérer dans certains de ces projets. Mais Riom fait sa transition, ça se concrétise déjà par des choses qui sont déjà en place, plus ou moins avancées, il y en a certaines qui sont très avancées. Il y a notamment 5 projets. Et nous, en fait, le projet qu'on fait avec nos étudiants cette année s'insère dans l'un de ces 5 projets. Et après, l'idée, c'est que dans l'avenir, on participe aussi aux autres projets. Alors, Riom fait sa transition. Pour Riom, c'est donc 5 projets. Le premier, c'est un projet d'écoquartier au cœur de la ville de Riom. D'ailleurs, sur ce projet-là, il y a l'un de nos étudiants qui a fait un stage qui s'est terminé fin septembre pour lancer
le processus de labellisation de l'écoquartier. Voilà, donc l'étudiant a travaillé sur cette thématique. A priori, ça s'est bien passé. Ils vont déposer le dossier pour avoir la première phase du label. Un deuxième projet, c'est un projet éclairage public. La ville de Rion, comme beaucoup de collectivités locales, se pose la question en plein cœur de la transition énergétique, de réduire la facture d'électricité avec l'éclairage public. C'est un gros morceau. Et donc maintenant, il y a plein de systèmes innovants qui permettent de gérer intelligemment l'éclairage public. Et donc Rion est en train d'avancer là-dessus. Et puis aussi avec des systèmes aussi pour couper l'électricité à certaines heures de la journée. Donc en gros, c'est allié sobriété et sécurité. Donc, ils ont beaucoup avancé là-dessus. Pour l'instant, on ne travaille pas avec eux sur cette problématique. Ça, c'est un projet, mais qui est en fait un méta-projet. Ils sont dans une démarche de labellisation avec l'ADEME, que vous connaissez certainement, un Citergy qui a changé de nom, qui est devenu Climat, Air, Énergie. La métropole clermontoise, par exemple, a reçu le label. Et donc, la ville de Rion et la com d'Aglo, Rion Limagne Volcan, souhaitent décrocher cette labellisation. Donc, ils travaillent étroitement avec l'ADEME pour pouvoir décrocher cette labellisation. Et en fait, cette labellisation encadre un petit peu tous les autres projets de Rion qui fait sa transition et donc tous les projets dans lesquels on est engagé avec eux. Donc, il y a aussi, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a aussi cette relation très étroite avec l'ADEME et une collectivité qui veut vraiment s'engager, et notamment au travers de cette labellisation qui est quand même très engageante. Et il n'y a pas tant de collectivités locales en France dans ce processus de labellisation. Donc, c'est quelque chose, parce que c'est assez coûteux quand même. Et donc, la ville de Rion s'engage. Donc, c'est aussi une façon pour nous de se dire, OK, il y a un vrai portage politique, ils ont vraiment envie d'y aller. Et ce qui est bien, c'est que la com d'Aglo également, parce que sinon, c'est un petit peu absurde. Voilà. Le quatrième projet, c'est sur le patrimoine de la collectivité, donc vraiment de la ville, de la ville, hein, et notamment, ils sont en train de mettre en place un schéma directeur immobilier énergétique, toujours avec l'ADEME, et ça rentre en fait dans la labellisation climat, air, énergie, donc anciennement Citergy. Et enfin, donc nous, on va s'insérer là-dessus. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'ils ont un projet mobilité qui est assez avancé. Si vous connaissez Rion, vous devez le savoir, il y a la RD 2029 qui en fait longe Rion, et en fait ils ont décidé d'en faire une voie verte. Donc au niveau population locale, ça n'a pas été simple parce qu'en fait c'est 2 voies, et donc d'un coup il y a 2 voies qui disparaissent pour les voitures. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes, mais ils ont réussi à le faire. Et donc, cette voie verte qui remplace cette 2 voies de voies réservées pour les voitures, les travaux ont été lancés là cet été. Et en fait, nos étudiants et nous, donc, on va travailler avec eux pour aller encore plus loin sur cette question de mobilité. Notamment, on va travailler avec eux sur la mobilité active dans le cadre d'un projet collectif qui va ensuite alimenter, bien sûr, la recherche-action. Et ce projet collectif que nos étudiants sont en train de faire, là, on a commencé à la rentrée. Donc, c'est un projet que nos étudiants d'économie et de transition territoriale mènent avec, je le précise, avec des étudiants qui sont à la fac de droit, à l'école de droit, dans le parcours droit des affaires des collectivités publiques, un parcours que gère Sébastien Defix, qui est le directeur général de l'appui juridique et stratégique au conseil départemental du Puy-de-Dôme. Donc, on travaille avec eux. Et l'intitulé du projet, c'est Rion qui a formulé cet intitulé-là, et c'est toujours très intéressant de regarder un petit peu les éléments de langage. C'est la commande que Rion nous a faite, c'est donc qu'on apporte des éléments de réflexion sur leur stratégie de développement de la mobilité active. Donc, on est sur la mobilité active, donc vélo, piéton, et accompagnement au changement de pratique. Accompagnement au changement de pratique, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec la voie verte, c'est pas acquis l'adhésion de la population locale à cette idée de mobilité douce. Et donc active. Ça a été compliqué. Alors, on peut s'attendre à ce que la population locale soit plutôt hyper emballée à l'idée de pouvoir faire du vélo, de pouvoir se promener le long d'une voie verte avec beaucoup d'arbres, etc. Mais non, ça a été très compliqué. Donc, ils ont été assez surpris par ça. Et donc, il y a cette volonté aussi dans cette réflexion sur leur stratégie de mobilité active, donc sur plusieurs années pour l'avenir, d'associer, bien sûr, de prendre en compte les populations locales. Alors, bon, jusqu'à maintenant, c'est un projet collectif un petit peu habituel qu'on propose à des étudiants, donc soit en géo ou en éco. On a l'habitude de ça. Mais là, la nouveauté pour nous, c'est de répondre à cette commande. Comme le disait Frédéric, c'est très habituel. On va à la fois faire un diagnostic et ensuite proposer des scénarios. Voilà, ça, c'est pas très original, si je puis dire, en tout cas sur la forme. C'est ce qu'il faut faire. De toute façon, c'est la bonne façon de faire. On fait un diagnostic de la situation et ensuite on propose des scénarios. Là où on va être on l'espère original pour la ville de Rion, c'est qu'on va adopter une approche systémique. On va utiliser des outils qui sont assez atypiques.
qu'on n'a pas l'habitude de retrouver quand on s'intéresse à ce genre de problématiques. Donc Cécile, dans quelques instants, va vous présenter précisément ce qu'est l'analyse systémique. Mais juste pour donner quelques éléments comme ça, pour introduire ce que va dire Cécile, c'est que le diagnostic, Frédéric l'a très bien dit tout à l'heure, on doit définir l'écosystème. Bon, on a plein d'outils pour définir l'écosystème, mais l'idée ici, c'est donc que Rion comprenne un peu mieux aujourd'hui ce que veut dire la mobilité active sur sa commune. Mais ça, rien que pour Rion, c'est très compliqué. Et l'idée, c'est d'utiliser une analyse systémique. L'analyse systémique, Cécile vous expliquera, mais en gros, l'idée, c'est que nos étudiants vont avoir une batterie d'outils. D'ailleurs, certains qu'on partage avec les géographes, certains qu'on partage avec nos collègues gestionnaires, certains qui sont propres aux économistes. Donc, on a plein d'outils qui permettent de faire le diagnostic, donc d'avoir une connaissance du contexte. Mais l'idée, c'est que tout ça puisse alimenter notamment une toile que Cécile présentera, qui va donner une vision d'ensemble systémique en fait, à la ville de Rion pour bâtir sa stratégie. Parce que qui dit stratégie, dit avoir un regard un peu d'ensemble. La problématique de la mobilité active, c'est pas que piétonisation et vélo. Ça implique aussi plein de choses. Ça veut dire, on le voit bien avec la voie verte, ça veut dire déjà que pour la circulation, pour les autres formes de mobilité, ça va impacter. Ça va impacter le résidentiel, ça va impacter le tourisme, ça va impacter plein de choses. Donc l'idée, c'est d'avoir une vue un peu plus systémique de la situation. Pas simplement, si je piétonisais mon centre-ville, cause et conséquences. Non, c'est pas trop ça. C'est vraiment d'avoir un regard le plus large possible pour Rion, c'est un peu ça l'idée, pour pouvoir mettre en place cette politique du mieux possible. Et donc, c'est de produire un diagnostic assez novateur grâce à l'analyse systémique que nos étudiants vont mener. Et après, les étudiants doivent mettre en place des scénarios qui doivent utiliser cette approche systémique. Et là où Rion aussi a été dans leur commande relativement novateur par rapport à ce que nous, on a l'habitude de voir, c'est qu'ils mettent en avant cette volonté donc de bâtir une feuille de route pour le moyen long terme en matière de mobilité active pour eux, mais au travers de scénarios, notamment de scénarios narratifs de type design fiction. C'est-à-dire que ça, on le voit, dans les commandes qu'on reçoit souvent des collectivités locales, ça ne ressort pas tout le temps. Le design fiction, c'est cette idée de dire, proposez-nous des choses qui paraissent très irréalistes, on est preneur. On veut ça, on veut voir ce que ça peut donner. Et les scénarios très, très irréalistes, alors ce n'est pas complètement utopique, ça repose sur des innovations actuelles, mais qui sont que des innovations, qui ne sont pas généralisées, mais sur la base de ces innovations, comment on peut penser le futur. Donc des scénarios assez atypiques, voire très atypiques. Et il se trouve que l'analyse systémique va peut-être nous aider à faire ce genre de choses. Donc on a un écosystème dans notre relation avec Rion qui est assez particulier. Il y a un vrai portage politique, une vraie envie pour eux d'utiliser un outil qui est quand même assez différent de ce que l'on fait d'habitude, l'analyse systémique, et d'aller sur des scénarios qui sont aussi assez différents de ce qu'on fait d'habitude, donc de proposer des choses notamment assez utopiques, mais pour le coup faisables, pour leur permettre d'avoir un horizon des possibles un peu plus large que d'habitude. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais donner la main à Cécile qui va vous présenter l'analyse systémique un peu plus dans le détail. Qui va vous présenter l'intuition et l'idée de l'analyse systémique, puisque comme tu l'as souligné, on n'est qu'au début de ce partenariat, donc on n'a pas encore, évidemment, on en reparle dans 6 mois. Dans 6 mois, on aura déjà des choses un peu plus consistantes à vous proposer. Mais donc, effectivement, ce qu'on a proposé là à la ville d'Orient pour répondre donc, à ce défi, comme pas mal de territoires, de mettre en place une mobilité douce, c'est une sorte de boîte à outils, multicritères qui clairement repose sur une approche, on va dire, interdisciplinaire, intégrée. Et cette boîte à outils, elle repose à la fois sur des outils purement qualitatifs, qui rejoignent un petit peu ceux que vous avez fait avec le projet de la SNCF, en l'occurrence. Je vais y revenir un tout petit peu. Donc, ça regroupe à la fois une approche des outils qualitatifs et puis des outils plus quantitatifs, où on va vraiment être capable de quantifier des éléments et potentiellement des éléments aussi un petit peu énergétiques. C'est un peu l'idée. Et pourquoi est-ce qu'on vous propose cette boîte à outils-là multicritères ? Eh bien, c'est pour permettre à Rion, finalement, d'être vraiment dans l'action et de pouvoir aussi, à un moment donné, rendre des comptes, c'est-à-dire d'évaluer véritablement, d'avoir des indicateurs aussi pour évaluer sa politique publique et rendre des comptes auprès des citoyens, auprès de sa population, des différents fonds qui auront été engagés sur la période, en l'occurrence.
Alors, quand on parle donc de mobilité, on le sait, hein, maintenant, toutes les villes, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont vraiment été construites, envisagées, pensées autour de la voiture, de l'usage de la voiture individuelle. Et le problème, c'est que si la voiture est aussi, on va dire, incontournable dans nos sociétés, c'est évidemment parce qu'il s'agit d'un véhicule, mais aussi parce qu'il s'agit, on va véritablement dire, d'un système complet. C'est-à-dire qu'autour de la voiture, c'est un système finalement d'infrastructure, c'est un système de service, c'est un système donc, de fiscalité, et c'est un imaginaire très puissant qui finalement a été développé depuis des décennies. Donc l'idée, c'est que pour pouvoir construire finalement une alternative à cet imaginaire-là et finalement à tout ce système construit tout autour, eh bien, il faut que l'alternative doit s'appuyer elle aussi sur un système qui est bien abouti, où les véhicules, pareil, les infrastructures, les services, la fiscalité, l'énergie et l'imaginaire associé fassent aussi finalement système. Donc ça repose sur 3 piliers principaux, on va dire. Le premier, c'est de déconstruire un petit peu cet imaginaire et donc ce système voiture. Donc ça passe beaucoup par la question de l'urbanisme et en particulier aussi de la fiscalité. Il va falloir aussi développer un système de mode qu'on qualifie d'actif et de partagé. Donc, c'est évidemment le vélo, mais ça va être aussi la marche, le covoiturage, l'autopartage, etc., etc. Donc, avec toutes les infrastructures évidemment liées, tous les aspects juridiques aussi associés à tout cela, tous les aspects énergétiques, etc., etc. Quand on parle mobilité, on parle d'énergie aussi, on parle d'infrastructure, encore une fois, de règles juridiques, etc. Donc, vous voyez, tout ça est à prendre en compte de façon un peu simultanée. Et enfin, pour répondre aussi à la demande d'Orion et pour que ça puisse effectivement fonctionner, il faut que tout ça soit collaboratif et participatif. Donc, de fait, il va falloir susciter le changement, il va falloir accompagner ce changement de comportement. Donc, du coup, eh bien, effectivement, pour faire tout ça, le cadre méthodologique, pour pouvoir finalement intégrer cette complexité et ces interrelations. Donc, le cadre méthodologique que nous avons proposé, donc, c'est celui, de fait, de l'analyse systémique qui est, encore une fois, fortement ancrée dans une approche interdisciplinaire, en l'occurrence. Donc, on va utiliser des outils du géographe, des outils de l'ingénieur, des outils des énergéticiens, en particulier des juristes, etc. Donc, l'analyse systémique, c'est assez intéressant comme outil parce que c'est quelque chose qui va permettre, si vous voulez, de faire connaissance commune. C'est-à-dire, ça va permettre d'avoir des connaissances qui sont communes et d'avoir une représentation commune du territoire. C'est-à-dire de se mettre d'accord, finalement, sur la vision qu'on a du territoire, sur sa représentation, sur les controverses aussi qui appartiennent à ce territoire, etc. Donc, l'analyse systémique pour ça, elle va nous permettre de décrire vraiment l'objectif qui est visé. Donc là, typiquement, c'est le cas de la mobilité douce. Et elle va permettre de définir cet objectif de façon aussi, il y a des outils très visuels, finalement, qui permettent d'exposer cet objectif d'une façon qui soit très compréhensible pour tout le monde, en fait, de façon évidente, que ce soit les citoyens ou plus largement les institutions ou les élus. Ça va nous permettre aussi de mettre en évidence toutes les interconnexions entre tous les éléments que j'ai déjà un petit peu évoqués, c'est-à-dire qu'il y a des boucles de causalité et que chacun de ces éléments vont agir les uns avec les autres et vont être reliés donc les uns aux autres. Donc, ça va permettre de montrer ça aussi de façon un peu très visuelle et de voir que si on bouge, eh bien, effectivement, la mobilité à un endroit, il va falloir réfléchir également à la question donc, de l'habitat, des activités productives sur le territoire, de l'urbanisme, etc., etc. Tout ça est intimement lié. Donc, l'analyse systémique, elle a, de mon point de vue en tout cas, 2 vertus. Donc, la première, ça va être vraiment de décrire ce qui est, ce qui existe. Et donc, pour cela, on va faire exactement la même chose que l'étude précédente, à savoir qu'on va proposer une cartographie du système, de l'écosystème ville, en fait. Donc, je vais vous montrer l'outil qu'on va utiliser cette année, en tout cas, pour ça. Donc, on va mettre en évidence, je vous disais, toutes ces interconnexions, toutes ces interrelations à travers ce qu'on appelle des boucles causales, pour montrer que finalement, une cause n'a pas forcément un seul effet et qu'un effet n'a pas forcément qu'une seule cause et que l'effet aussi peut devenir la cause, etc. Que tout ça est intimement, encore une fois, lié.
Donc ça va reposer sur une approche plutôt, on va dire, qualitative, donc sur la base donc, de récolte de données liées au fait d'aller interviewer finalement les citoyens, les acteurs du territoire en particulier, puis d'aller récupérer aussi des données plus quanti auprès donc, des acteurs publics. Et enfin, l'autre vertu pour moi de l'analyse systémique, c'est ce que Sébastien a évoqué juste avant, c'est de permettre d'imaginer, proposer des scénarios, en fait, et d'imaginer finalement un futur idéal. Qu'est-ce qu'on souhaiterait dans l'idéal, finalement, pour notre territoire, si on imagine qu'il y a effectivement un changement de paradigme qui se met vraiment en place. Et dans ce cas-là, si on imagine que ce changement de paradigme est là, quels sont les leviers, vraiment les principaux leviers qui peuvent nous permettre finalement d'aboutir au scénario espéré. Donc, il y a plusieurs étapes, en fait, pour aboutir à ce résultat-là. Donc, la première étape, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est globalement l'étape la plus chronophage, c'est celle de la récolte des données. On connaît tous ça. Sachant que les données, donc à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'une ville en particulier, sont des données généralement, donc les données existent, mais elles sont extrêmement éparpillées entre différents acteurs. Donc c'est un long travail finalement que d'aller voir chacun de ces acteurs et de récupérer donc les données associées. Donc dans le cas de la mobilité, on va beaucoup s'intéresser évidemment aux données liées au flux de cette mobilité, aux raisons de cette mobilité, etc. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de faire une base de données commune qui soit ensuite facilement utilisable et qui puisse être facilement alimentée aussi par les différents acteurs au fur et à mesure de la poursuite finalement de ce projet. Donc les données, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la mise en place, c'est la modélisation finalement du territoire. Donc à travers une approche en l'occurrence systémique, quels sont les liens encore une fois entre la mobilité, l'énergie, la qualité de l'air, etc. Puisqu'on a aussi des objectifs évidemment en termes de décarbonation, donc en termes de qualité de l'air sur le territoire bien sûr. La troisième étape, ça va être de proposer évidemment des scénarios. À quoi peut ressembler mon territoire donc à l'horizon 2030, 2050? Est-ce qu'il y a plus de diversité? Est-ce qu'il y a moins de mobilité? Donc, scénariser tout ça. Et puis enfin, la quatrième étape et dernière étape, c'est de proposer évidemment une évaluation des politiques qui auront été mises en place et donc de se mettre d'accord évidemment au préalable sur les types d'indicateurs qu'on va utiliser, qu'on va développer pour comprendre justement ce qu'on a fait et ce que sera ma transition dans les 20 ou 50 prochaines années. Donc tout ça va reposer encore une fois sur des outils collaboratifs et participatifs. Encore une fois, pour qu'il y ait un moment, il faut qu'il y ait une action collective. Donc voilà de façon résumée. Systématiquement, on va aussi accompagner tout cela d'une cartographie, ce qu'on appelle une cartographie des acteurs et des controverses, puisque chaque territoire a sa propre histoire, a ses propres controverses. Et si on ne tient pas compte évidemment de ces spécificités-là en termes d'acteurs et en termes de controverses sur le territoire, et potentiellement, ce à quoi on veut aboutir peut ne pas aboutir parce qu'il y a des points de blocage qui peuvent être extrêmement, évidemment, importants. Donc, il faut réussir effectivement à les mettre en évidence bien avant. Voilà pour synthétiser un petit peu l'idée de ce qu'est l'approche systémique. Vous voyez qu'en gros, à chaque étape du processus, à chaque fois, on revient un petit peu en arrière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fait justement connaissance commune, qu'on acquiert des informations, des données, une compréhension du territoire, eh bien, on va modifier finalement la représentation initiale qu'on avait de ce territoire, cet écosystème ville. Donc, il y a des retours en arrière systématiques dans ce processus d'analyse systémique. Donc, la boîte à outils qu'on propose, voilà, donc le cadre méthodologique, c'est celui de l'analyse systémique. Et donc, on propose une boîte à outils donc à la collectivité donc de Riom en particulier. Donc, il y en a plusieurs, pour le coup, celle qu'on va véritablement développer cette année, donc avec nos étudiants de master, c'est ce qu'on appelle la toile numérique, et puis c'est le modèle de dynamique des systèmes, en fait.
Donc tout ça est très très bien représenté, c'est-à-dire qu'on a une représentation du territoire, on développe des compétences, des outils. Enfin, je passe très vite. Donc l'outil qu'on va particulièrement développer cette année et sur lequel on forme intensément nos étudiants là sur ce premier semestre, c'est ce qu'on appelle la toile numérique. Donc la toile numérique, ça s'appelle aussi toile maker. C'est une toile qui va se concentrer, qui va permettre finalement de cartographier de façon donc très très visuelle l'ensemble des flux et des acteurs qui sont mis en synergie sur le territoire de ma ville. En fait. D'accord ? Donc, en l'occurrence, sur la question des mobilités, encore une fois, c'est tous les flux de déplacement que je vais retrouver sur mon territoire. Donc, quelles activités économiques cela concerne, quelles activités aussi résidentielles cela concerne, quels sont les acteurs qui rentrent en jeu, en fait, dans ce flux de déplacement, etc., etc. Donc ça, c'est une méthodologie qui a un petit peu de recul maintenant, puisque c'est quelque chose qui est développé depuis 2009, qui a été initié au départ par l'agence d'urbanisme de Dunkerque-Flandre, qui a été transformé ensuite, c'est-à-dire que maintenant on a un logiciel qui est disponible pour mettre en place cette toile numérique, enfin cette toile, entre guillemets des flux, qui s'appelle donc Toile Maker. Ça a été mis en évidence, ça a été mis au point par une start-up qui s'appelle Possibilizer, qui est localisée également à Dunkerque, en l'occurrence, et qui est aujourd'hui utilisée dans plusieurs collectivités. Alors, plusieurs collectivités, c'est-à-dire qu'on peut, avec cette toile, représenter tous les types de flux qu'on souhaite, en fait. Donc, il existe des toiles énergétiques, il existe des toiles de l'eau, des toiles de l'alimentation, et donc là, on va monter une toile de la mobilité, en fait. Au départ, c'est un outil qui avait été initié pour essayer de développer les symbioses industrielles, donc qui était vraiment lié à la mise en place d'une économie circulaire sur un territoire. En fait. Au départ, c'était ça, l'usage qui en a été fait. Donc voilà, donc on a fait venir les créateurs, en fait, les développeurs en fait, de cette toile. Donc on les a fait venir, on les fait intervenir dans le cadre du master. Donc ils vont venir pour les former intensément pendant une semaine. Ils ont déjà fait une journée aussi avec eux, donc sur cette question-là, et ils vont aussi les accompagner dans la mise en place de ce projet collectif et donc dans la création de cette toile de la mobilité pour la ville de Rion, en l'occurrence. Et puis, une fois qu'on a un petit peu une idée des flux, qu'on a cette représentation, cette cartographie de l'écosystème ville, c'est à ce moment-là qu'on peut passer finalement à la modélisation. Enfin, j'ai envie de dire, même c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut envisager de vraiment modéliser le territoire, donc à travers un modèle qu'on appelle en système dynamique. On appelle ça aussi ISDJ. Donc, c'est des modèles qui au départ, ont été développés donc, à l'échelle internationale. Donc, un modèle très connu de ça, c'est celui qui est issu du rapport Meadows. J'imagine que vous connaissez tous. Typiquement, le rapport Meadows a utilisé un modèle en système dynamique donc pour voir effectivement les différentes interactions et imaginer différents scénarios en fonction donc, de ce qu'on choisirait en termes de choix de production, de consommation, etc., donc à l'échelle internationale. Ce modèle a été décliné, on va dire, à l'échelle nationale, et il est maintenant décliné à l'échelle des villes, en fait. Mais le point de départ, effectivement, c'est ce rapport Meadows. Et donc, c'est un modèle qui va se concentrer, qui va permettre finalement, pareil, et de visualiser et de quantifier aussi tous les flux quantitatifs sur un territoire et puis aussi les flux plus qualitatifs. On va retrouver là tout ce qu'on a récolté en termes de données précédemment, on va pouvoir l'intégrer dans ce modèle de système dynamique et imaginer des scénarios du futur pour pouvoir avoir un récit aussi du futur, un récit qui va accompagner cette volonté de changement de paradigme, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais m'arrêter là. Merci. Des questions? Oui. Je n'ai pas compris quelles données vous rentrez dans votre modèle. Est-ce que c'est quelque chose qui est dirigé, c'est-à-dire que vous choisissez les critères et les paramètres que vous allez rentrer, ou est-ce que c'est vraiment du non dirigé, vous rentrez tout un tas de données, et après c'est le système lui-même qui
qui permet de générer des scénarios? Non, c'est dirigé quand même, effectivement. Oui, évidemment. Le modèle, après, on le construit, hein, en fait, pour le coup. Donc là, sur les questions de la mobilité, typiquement, effectivement, c'est d'essayer d'arriver. Enfin, là, on va voir effectivement les différents acteurs et les différentes agences locales qui enregistrent déjà ces flux de passage, en tout cas sur le territoire de la ville de Rion. Donc, il y a ça dans un premier temps. Après, on peut utiliser des outils tout simples, mais qui sont pareil, extrêmement chronophages. On n'arrive pas à trouver des données assez fines de ces déplacements et de l'origine de ces déplacements. Est-ce que c'est des déplacements pendulaires? Est-ce que c'est des déplacements liés au loisir? Est-ce que c'est juste un déplacement de passage, c'est-à-dire que les gens juste traversent la ville de Rion, en l'occurrence, voilà, ou est-ce qu'ils y vont pour faire leurs courses? Donc, on peut aussi utiliser des applications comme Waze, tout simplement à des instants très précis de la journée, en l'occurrence, qui vont enregistrer finalement tous les flux à cette heure-là, à ces instants précis de la journée, qui permettent aussi d'avoir une idée un peu plus fine, en tout cas, des passages. Ça va passer aussi par un système d'enquête. C'est pour ça que je vous disais que c'était extrêmement long, ce temps de collecte de la donnée. C'est le temps le plus long, j'ai envie de vous dire, dans toutes ces étapes-là. Donc, ça passe par des enquêtes auprès des citoyens, en l'occurrence. Et puis, on va aussi, les étudiants ont commencé à le faire, à solliciter les différents techniciens aussi de la ville de Rion, l'agence d'urbanisme aussi, clairement aussi, qui peut avoir quelques données, en l'occurrence, de ces flux entre les différents territoires, donc qui partent de Rion, qui peuvent aller à Clermont, etc. Donc voilà, mais on cherche des données, effectivement, c'est plutôt dirigé, bien sûr. Et après, si effectivement le volet, entre guillemets, véritablement écologique et environnemental est associé à cette volonté de mettre en place une mobilité douce, et ben, les données qu'on va rechercher également sont des données que je qualifierais plus d'énergétiques. Donc, c'est-à-dire vraiment les flux d'énergie qui sont générés par cette mobilité. Et donc là, on a d'autres outils pour essayer de mesurer ça. On a ce qu'on appelle notamment un diagramme de Sankey, je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelque chose qui est pour le coup emprunté aux énergéticiens et qui, en fonction du nombre de kilomètres qu'on va faire, des véhicules qu'on utilise, donc en moyenne évidemment, et de l'orientation des flux, on va pouvoir évaluer finalement l'essence qu'on va utiliser, l'électricité qu'on va utiliser, etc., etc. Ça permet finalement d'avoir une vision des flux vraiment sur le territoire et donc des besoins aussi en termes d'énergie sur ce territoire. Donc, voilà, ça représente les flux et les stocks. Sachant que l'énergie, elle n'est pas, a priori, pour l'instant, on n'est pas autonome énergétiquement, évidemment. Donc, il faut aussi penser à cet approvisionnement énergétique. Est-ce que vous avez les données d'Atmo aussi? Je crois bien que vous les avez. Oui, d'Atmo, oui, bien sûr. Ah oui, Atmo, c'est un partenaire. Oui. Présent sur le territoire et au moins, donc je pense qu'ils sont, il me semble. Il y en a plein, il y a Atmo, il y a la DUM, oui, bien sûr. Ouais. La DUM, c'est pas du tout long, ça. Non, pour le côté énergétique, je veux dire. Oui, parce que oui, la DUM, c'est particulier, on va dire, sur les collectivités, mais bon, je pense que pour la qualité de l'air, c'est. La qualité de l'air, c'est Atmo, oui, tout à fait. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu disais, Sébastien, sur la communauté. Je n'ai pas bien compris si c'était la communauté de communes de Rion qui rentrait dans le schéma ou si c'était que la ville de Rion. Parce qu'il y a quand même un gros bassin d'emploi autour de Rion, bassin d'emploi qui a pris un déversoir sur Clermont, clairement. Donc j'ai du mal à. Non, là, entre guillemets, la commande, le projet sur plusieurs années, c'est la ville. C'est la ville. Voilà, ce que veut faire la ville dans le projet politique, c'est Rion fait sa transition. Lui-même, le projet, il est systémique. Ça doit embrasser absolument toutes les politiques publiques de la ville. Donc, ils veulent mettre ça partout. Il se trouve que dans tout cela, il y a la question de la mobilité. Donc, c'est l'une des compétences qu'a la ville, et en partage avec la commune d'agglo. Mais sur la mobilité, la ville ne peut pas faire grand-chose, mais peut faire beaucoup sur la mobilité active. Il y a des éléments de mobilité douce, tout ce qui va être transport en commun, etc. Elle ne peut pas faire grand-chose, la ville. En revanche, là où elle peut vraiment faire sa transition, c'est la mobilité active. Donc, nous, on travaille bien avec la ville, pas l'intercommunalité. Bien évidemment qu'il y a des relations importantes, parce que la voie verte, notamment, si l'interco n'est pas partie prenante, c'est compliqué, parce que la voie verte, elle va déborder Rion. Et puis, bon, après, il y a des compétences qui sont aussi celles de l'intercommunalité, donc il y a des interactions. Mais en l'occurrence, nous, pour la mobilité active, c'est vraiment c'est que la ville de Rion. Et ce que veut faire Rion, notamment, ils ont déjà des projets qui sont prévus
donc, bien évidemment, de développer le réseau de pistes cyclables, mais il y a un schéma intercommunal de pistes cyclables qui existe déjà. Donc là, il est déjà là, sauf qu'il faut le mettre en place. Donc, il y a toute cette problématique de la participation de la population locale. Donc, l'analyse systémique doit aussi permettre de comprendre un peu mieux ces choses-là pour mettre en place le schéma que l'intercommunalité demande de mettre en place. Et puis, du côté de la marche, ils veulent piétoniser toute ou partie du centre-ville. Donc, ça, c'est le gros morceau du projet politique. Parce que sachant que ça a été expérimenté l'été dernier. Ouais, c'est donc compliqué. Il y a déjà un petit retour. Donc, c'est leurs deux projets vraiment, on va dire, ce qu'ils envisagent de faire de façon assez certaine pendant le mandat en cours. Mais le souhait, c'est aussi d'aller peut-être plus loin et se projeter à plus long terme. Donc, avec l'analyse systémique, l'idée, c'est de leur donner déjà accès à des données et des données que nous, on va digérer pour eux. Donc, ça va être de l'information. Parce que des données, comme le dit Cécile, et tout le monde le sait, il y en a partout maintenant. Par contre, il faut aller les chercher. C'est un gros travail pour les chercheurs, c'est d'aller collecter la donnée, la digérer, si je puis dire, la transformer en information qui va être utilisée ensuite comme aide à la décision. Donc, l'analyse systémique, sa mission principale, c'est ça, de les aider à aller chercher de la donnée, la transformer en information pour après les aider à prendre des décisions. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a aussi cette idée de nourrir l'imagination avec des scénarios qui puissent être atypiques. Alors, bien sûr que nos étudiants, en 3-4 mois, c'est que l'amorce de tout ça. Même la collecte des données, c'est que l'amorce de tout ça. On a un projet pluriannuel avec eux. Donc, ça va s'engager sur plusieurs années. Et petit à petit, c'est d'avoir des scénarios qui stimulent l'imagination. Je ne sais plus tout à l'heure qui disait sans la participation de la population locale, si on part pas, je crois que c'est toi, si on ne part pas de la base, ça ne prend pas. Plein de projets de transition qui ont été mis en place, notamment dans la fabrique des transitions, souvent, on entend tout le temps ça. Si la population n'est pas partie prenante, on ne peut pas y aller. Comment les rendre actifs? L'imagination, l'imaginaire, raconter des choses. Donc, il y avait cette idée aussi un petit peu avec l'analyse systémique, si on comprend mieux le territoire, les interdépendances, etc., de mieux raconter les choses. Voilà. Et dans la fabrique des transitions, on parlait de Dunkerque tout à l'heure, qui est très en avance sur l'analyse systémique. Dunkerque, ce n'est pas un hasard si, dans le fameux critère Citergy, donc le label, la première ville en France qui a la meilleure note sur ce critère, qui est un critère systémique, c'est Dunkerque. Rion est engagé dans cette labellisation avec label, qui demande ni plus ni moins une approche systémique. Donc, en fait, tout fait sens. Donc, nous, on utilise un outil que Dunkerque a utilisé, qui a fait ses preuves pour avoir la labellisation, et avoir la note maximale aujourd'hui en France, il n'y a pas mieux. Et donc, Rion, il y a tout une espèce de cohérence, de se dire, ce qui a marché à Dunkerque, on va le faire ici à notre niveau à Rion, et ça s'inscrit dans ce processus de labellisation. Sauf que Dunkerque, ça a pris plus de 10 ans, je crois. Après, cette toile, c'est un outil assez intéressant parce que c'est un outil qui permet aussi de communiquer très facilement et auprès des élus autour, bien sûr, de la communauté de communes, pardon, et auprès des citoyens, en l'occurrence, ou des entreprises qui voudraient s'installer sur le territoire, etc. Donc, Dunkerque, par exemple, avec Dunkerque, se sert maintenant, alimente cette toile, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens d'alimenter maintenant eux-mêmes la base de données. Donc, continue d'alimenter cette toile, qui devient une forme de toile un peu dynamique, pour le coup, qui prend en compte les évolutions en cours. Et du coup, c'est un élément de communication extraordinaire qui a fait adhérer la population au projet, en fait. Parce que c'est visuel, c'est compréhensible, on a une représentation du territoire. Le flux de mobilité, je veux dire, se consacrer sur une commune. Oui, on est d'accord. Ça ne veut plus dire grand-chose. Non, on est d'accord. Donc, voilà, c'est... Au moins sur un bassin d'emploi, sur un bassin de vie. Mais de fait, on ne va pas pouvoir se concentrer que sur Rion, puisque finalement, Rion, c'est un micro-bassin d'emploi, évidemment, dans la zone, et que l'essentiel de ceux qui viennent travailler à Rion vivent dans des communes périphériques, en fait, où pour l'instant, seule la voiture est disponible. Après, il y a un challenge un peu côté chercheur, c'est que cette toile-là, donc, et plus globalement, l'analyse systémique, elle est partie du niveau international. Le rapport Mido, c'est 72, on sait vieux. C'est le MIT, 72, sauf qu'on l'a mis de côté, on l'a oublié, alors qu'on s'était rendu compte que finalement, ça marchait très bien. Et donc, depuis quelques années, c'est bien déployé au niveau national, petit à petit au niveau régional, et on descend. Et en gros, là notamment avec Arnaud Dimmer, l'idée, c'est, vous avez des projets, notamment avec une intercommunalité. Oui. Il y a un début d'engagement avec la métropole de Clermont. L'idée, c'était aussi pour nous, d'un point de vue recherche, de s'intéresser au niveau en dessous de la ville, en fait. Parce que malgré tout, même si les flux, effectivement, tout est allé, et ça dépasse, il n'y a pas le périmètre est un peu petit, mais toujours est-il que l'outil peut avoir un intérêt sur un petit périmètre. Oui, en gros, c'est l'idée. Sur une maille donnée. Voilà, sur une maille donnée. Et notamment en matière de mobilité active.
Parce que la mobilité active, elle se fait parfois sur un peu la piétonisation d'un centre-ville. On est sur pour le coup, c'est une problématique vive. Voilà. Donc, il y avait cette idée un peu de croiser les échelons, les échelles, ce qui parle beaucoup aux géographes, hein, de vraiment de croiser les échelles au niveau très local et puis remonter un petit peu comme ça. Donc, l'interco plutôt rural, si je puis dire, au Mont d'Arverne, une métropole beaucoup plus, voilà, métropole. Donc, un petit peu aussi de challenger l'outil, voilà, pour voir ce que ça donne. Et en fait, voilà, je vais compléter, on travaille du coup sur plusieurs thématiques, puisque là, donc, c'est la question de la mobilité. Alors, c'est que le début, encore une fois, mais c'est très, très motivant comme projet. Et puis, avec la communauté de communes qui s'appelle Mont d'Arverne, qui est au sud de Clermont, hein, qui regroupe à peu près 27 communes. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est engagé aussi avec eux. Donc, on utilise cet outil d'analyse systémique sur la mise en place de production d'énergie citoyenne, en l'occurrence. Et ça y est, on commence les ateliers, ça commence à prendre forme, etc. Il y a cet aspect-là. Et avec la métropole, là, pareil, nous demande en gros de réaliser une toile de l'eau pour la ville de Clermont, en l'occurrence. Donc, c'est des projets à chaque fois extrêmement… tout ça est intimement lié de toute façon. Donc, ça nous permet effectivement de développer cet outil à des différentes échelles de territoire et c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, ça permet vraiment, et je pense que c'est fondamental dans tous les enjeux qui nous attendent, ça permet vraiment, encore une fois, de faire représentation commune et surtout compréhension commune du territoire. Voilà. Je trouve que c'est des outils très, très utiles pour ça. Voilà. Merci à vous deux. Est-ce que vous avez d'autres, Frédéric? D'ailleurs, c'est plus une remarque, Oui. une question, et avec une conclusion heureuse. Merci. Non, parce que je suis content que vous vous lanciez dans. Parce qu'on a fait une approche vraiment très, très similaire. Oui, moi je trouve. Ah oui, non, mais même ce qu'on vous avait présenté, il y avait quand même. Même dans ce que tu as présenté juste avant, il y a quand même. Non, mais là, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Ouais. Et donc, en fait, sur l'agglomération de l'histoire, on nous a demandé en 2017 de faire à peu près la même chose à l'échelle de 80 et quelques communes. Ouais. C'était vaste. Donc, on a fait comme vous. C'est d'ailleurs qu'on a commencé par un projet court, on a eu un peu de diagnostic, etc. L'aglo a engagé un chargé de mission mobilité qui était à nos étudiants. Donc, on a mis en place un conseil de mobilité, donc avec des élus, des techniciens, etc. Et puis donc, on a avancé de manière itérative avec des études de bureaux d'études qui ont complété notre première étude, par exemple sur le placement de mobilité pour assurer une robustesse financière et un revenu pour financer le système de transport. Et puis, on a été jusqu'à l'appel à maîtrise d'ouvrage pour préfigurer ce que pourrait être le réseau de demain, lequel le transport etc. Et ça nous a pris 3 ans environ. Et donc, à l'issue des 3 ans, il y a eu des élections municipales et des élections de l'aglo. Et donc, tout est passé gelé, et la nouvelle majorité a dit tout ça, ça nous intéresse. Voilà. Donc, vous avez employé le mot controverse. C'est ça. Ah non, mais c'est effectivement les plus gros points de blocage. C'est très vrai, mais il a fallu une bonne dizaine d'années à le faire. Et donc, ça veut dire qu'un élément clé, c'est la stabilité politique. Oui. Et s'il y a un valet des équipes, alors peu importe qu'on soit gauche ou droite, ce n'est pas la question, mais s'il y a des alternances comme ça, le système bascule à chaque fois et on n'obtient jamais la robustesse qui permet d'inscrire les actions dans le long terme. Et ça n'a pas été une découverte pour moi, mais une énorme déception. J'ai oublié de vous dire qu'il est élu premier adjoint sur Champé. Oui, mais en plus, il était bien là, engagé. Si effectivement, tu avais de la tête là-dedans. Je n'avais pas ma casquette d'élu. Oui, mais quand même. Alors nous, on est au début d'un mandat. Ouais, on est au début d'un mandat. Après, Mont d'Arverne, typiquement, a été confronté à ça, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu des élections. Voilà, typiquement. Alors après, effectivement, sur Mont d'Arverne, c'est essentiellement les techniciens qui poussent à ça et qui essayent entre guillemets, de former et d'éduquer les élus, en particulier aux questions environnementales. Voilà. Donc, on va Ce qui est bien, c'est quand il y a une synergie entre les techniciens et les élus. Ah bah là, c'est mieux, effectivement, parce qu'effectivement, ça bloque aussi. Après, alors moi, j'ai une part d'optimisme quand même si au départ, je suis assez pessimiste sur effectivement l'action possible des élus au-delà de leur mandat.
Mais disons que là, je suis un peu plus optimiste en me disant que maintenant, globalement, ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie des nouvelles prérogatives des collectivités, en l'occurrence, de répondre à cette problématique-là, et en particulier de la problématique environnementale, on la retrouve partout, en fait. Donc, il y a une forme d'obligation, alors qu'effectivement, il y a toujours une échelle d'action, hein, plus ou moins, mais que malgré tout, il va bien falloir à un moment donné qu'ils rendent des comptes sur cette question-là. On les retrouve partout, que ce soit dans les PCAET, les PLU, les SCOT, etc.